Bandakani nous fait le plaisir d'être avec nous pour cette autre sortie du Grand 7. Bandakani, panafricaniste engagé, président du nouveau mouvement populaire, c'est bien le NMP, parti d'opposition au Cameroun. Bienvenue. Bonjour Madame Marc-Vaughan, merci de m'avoir invité. Merci, nous sommes honorés chaque fois que vous venez nous rendre visite. Et bien sûr, on ne peut pas démarrer sans prendre vos nouvelles. Comment va le NMP? Très bien. Très bien, le NMP est à l'avant-garde du mouvement panafricaniste qui a transformé le visage de l'Afrique, qui est en train de transformer les relations internationales. Le NMP est à la tête de ce mouvement qui essaye de transformer aussi la scène politique camerounaise en faisant tout ce qui est possible afin que le débat politique s'émancipe d'un bipolarisme de mauvaise aloi, à savoir d'un côté les anti-biaïstes primaires et les biaïstes primaires de l'autre côté. Le Cameroun est trop important pour qu'on l'enferme dans ce prisme-là, qui est d'ailleurs fondamentalement improductif. Donc on essaye de travailler, ça coûte cher, hein, c'est difficile, mais ça bouge énormément, parce que l'intérêt du Cameroun, ce n'est pas d'être enfermé dans un bocal qui ne lui sied pas. Donc voilà, ça va bien, le parti fonctionne extrêmement bien. Là, vous m'avez invité, mais comme c'est vous, je n'ai pas pu vous refuser ça. On est en train de faire un séminaire, on est au 3e jour de ce séminaire. C'est un séminaire de direction du parti pour essayer de mettre le parti en phase avec les mutations qui travaillent le monde. Donc, on est en plein séminaire là. Ça va finir demain. Donc, on travaille énormément. Voilà, ça va. Nous nous sentons honorés que vous ayez laissé vos différentes activités pour être avec nous, surtout pour édifier les téléspectateurs sur l'actualité qui aura marqué cette semaine. On est en pleine année électorale. Quelles sont vos nouvelles? Non, ça va très bien. Comment vous préparez pour l'élection? Non, on prépare l'élection depuis 15 ans. Oui, bien sûr. Nous, on n'attend pas les élections pour travailler pour l'Afrique, pour travailler pour le Cameroun. On est le rare parti politique au Cameroun qui, n'ayant pas d'élu, n'ayant pas de fonction officielle, a le meilleur bilan que tous les partis réunis. On a le bilan qui dépasse même le bilan de certains États. Ce qu'on a fait pour l'Afrique, c'est évident. Hein? Donc, de ce point de vue, l'élection présidentielle pour nous n'est pas... je veux dire que c'est pas la fin du monde. Pour nous, c'est un moyen. Il faut donc définir les finalités pour lesquelles certains s'agitent autour de l'élection présidentielle. Quelles sont vos finalités? Quel est le projet que vous avez? Quelle est votre stratégie pour implémenter votre programme? Parce qu'un programme politique, c'est pour les naïfs, parce que vous avez un programme politique, il faut des moyens pour l'implémenter. Il faut des stratégies pour contourner les obstacles objectifs qui vont s'opposer à l'application de votre programme, etc. Tout ça doit être expliqué, doit être démontré. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on observe, c'est les gens se présentent à l'élection présidentielle et puis on s'en fout réellement de savoir qu'est-ce qu'ils portent réellement comme projet. Au-delà de ce qu'ils disent. On peut vous planter le meilleur programme du monde. Vous savez, Charles Pasqua, l'ancien ministre français de l'Intérieur, disait « ça n'engage que ceux qui y croient ». Mais on peut vous présenter un programme. Il revient à vous, à qui on vend un programme, d'exercer votre raison pour savoir si ce qu'on dit là, est-ce qu'on a une capacité de le mettre en œuvre? Est-ce que par son profil connu, on est en capacité de faire ce qu'on dit? Quelles sont vos alliances cachées? Quels sont vos jeux cachés? Etc. Mais malheureusement, au Cameroun, il y a une telle inculture politique qui fait que, de plus en plus, l'idée ethnique prime sur l'idée nationale. Et du coup, quand vous avez ce genre de niveau, des gens qui ont une pensée ethnique auront de la peine à projeter un programme politique dans la sphère internationale pour voir les possibilités réelles que le candidat a pour implémenter sa politique. D'accord. Je vous avais parlé d'alliances cachées là tout à l'heure. Est-ce que le NMP a des projets d'alliance? Non. Pas pour le moment. Nous ne sommes dans aucune coalition politique au Cameroun. D'accord. On a été sollicité, on a dit on n'est pas dans aucune coalition politique parce que tous ces partis aujourd'hui combattent même le panafricanisme, ne s'y intéressent pas, considèrent que le Cameroun c'est une île. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya, c'est le régime, il faut le chasser. Or, les problèmes du Cameroun sont des problèmes internationaux. Et les problèmes internationaux sont des problèmes nationaux. C'est ça la globalisation, Madame Marivonne. C'est ça la mondialisation. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les hommes politiques s'élèvent à ce niveau? Ils font comme si les problèmes camerounais sont des camerounaiseries. C'est-à-dire c'est une affaire. Non.
Notre économie est extravertie. La diplomatie est confrontée à une réelle politique mondiale extrêmement cruelle à l'égard des pays faibles. Tous nos matières premières ne nous appartiennent pas, on n'a pas de monnaie, etc. Mais notre population a faim, elle a besoin d'accéder à des biens de base. Mais tout ça, il faut lui expliquer ça. Vous ne pouvez pas diriger le Cameroun sans avoir une capacité à manœuvrer dans l'océan de marigots internationaux. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais quand vous regardez les postures, regardez les projets. M. Macron met cette commission sur pied en réaction à l'action du président de la République qui lui a créé, voilà, vous savez ça, par décret présidentiel, a créé une commission pour réécrire toute l'histoire du Cameroun. Oui. Voilà, le décret là, la commission travaille, les gens ne le savent pas. La commission est déjà constituée, le budget là, les membres ont été constitués. Je pense que c'est sous l'encadrement du ministre de la Culture. Donc c'est à ça que M. Macron réagit brutalement, met sa commission sur pied de manière lapidaire. Une commission mixte quand même. Voilà. Qui en a choisi les membres? Il y a des Camerounais à l'intérieur. Qui les a choisis? Qui les a choisis? Il est ce qu'il est, Macron. On sait très bien qu'il n'est pas très équilibré. Donc il est arrogant et tout. Donc il a choisi les membres lui-même, il a placé là. Il y a même des artistes qui sont même présidents. Bon, c'est une chercheuse. Donc on ne peut pas remettre les compétences en cause qui a la tête, mais elle n'ira pas contre les intérêts de la France quand même. Elle a beau être chercheuse scientifique, elle n'ira jamais contre les intérêts de la France. Donc, vous voyez, tout ça fait que cette commission manque de crédibilité. Comme toutes les autres commissions qui l'ont précédée, dans le cadre des relations franco-africaines. Voilà, les rapports de toutes les commissions que la France a mis sur pied ont toujours créé des problèmes. Parce que la France est en même temps juge et partie. Madame Marivonne. C'est ça le problème. Je n'ai pas encore lu le contenu, mais il y a des fuites. Et moi, je ne suis pas surpris. À la fin du rapport, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il faut rappeler que non, nous, on a fait ça jusqu'en 60. En 60, c'est les Camerounais, vous entretuez. Ce sont vos frères qui vous tuaient. C'est n'importe quoi. Vous voyez comment ils manœuvrent? Et c'est criminel hein, de jouer comme ça avec la mémoire des peuples. C'est criminel. Parce que là, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut opposer de la pure tradition coloniale le nègre au nègre. Alors qu'on sait très bien qu'au Cameroun, jusqu'aux années 70, l'armée camerounaise était balbutiante. On connaît qui est M. Ahidjo, le président Ahidjo perd à son nom, le dit ce n'est pas l'insulter maintenant qu'il n'est plus là. C'est rappeler l'histoire, il a été placé par la France. Après que la France ait décimé le mouvement patriotique nationaliste camerounais, tué pratiquement des millions de Camerounais, madame, rasé des villages. On les compte par centaines, les villages rasés. Et vous venez après dire que non, vous êtes entretués entre vous les frères. Les supplétifs tchadiens, si on prend le cas des Tchadiens et des autres, ils opéraient aux ordres de qui? Mais c'est la France qui donnait les ordres. Tous les conseillers spéciaux qui entouraient le président Ahidjo jusqu'aux années 70 et même en passant, et même plus, c'était les conseillers qui? C'était les conseillers français. Donc vous voyez la manœuvre insidieuse qui est à l'intérieur. J'ai dit c'est criminel de vouloir faire ça. Et d'ailleurs moi je m'en réjouis, je vais vous dire pourquoi. Parce que enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce rapport. Si le rapport-là a même quelconque intérêt, ce n'est même pas son intérêt scientifique parce qu'il n'en aura jamais. Et c'est ce que j'allais vous demander. L'intérêt finalement, c'est lequel? Non, je ne veux pas être excessif. L'intérêt scientifique, c'est ce que la dame a dit. Oui. Moi, faut pas... Il y a des archives qui sont désormais accessibles. Oui. On les a apparemment. On en a fait don. C'est une bonne chose pour le plan de la recherche scientifique, sur le plan d'un travail scientifique. Là n'est pas le problème. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, ce n'est pas une faveur. Ça ne peut pas être une faveur. C'était une entreprise coloniale. Donc ces archives-là nous appartiennent. L'erreur, c'est que la France ait conservé ça depuis très longtemps. Si la France était un pays sérieux, il y a longtemps qu'elle aurait remis ces archives-là. Ça veut dire que nous sommes quand même sur la voie? Ou est-ce qu'on est en train d'aller? Attendez, je sais de vous expliquer, Madame Marivonne, comprenez bien ma démarche. Je vous dis que je vous ai expliqué le contexte dans lequel cette commission surgit. Je vous ai parlé de la personne qui balance. M. Macron, il a une psychologie particulière que tous les Africains connaissent. Ça fait pas un mois que nous avons insulté à Mondovision. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous n'insultez pas un continent à Mondovision et sa population. Vous croyez que vous allez faire un rapport objectif? M. Macron dit que nous ne sommes pas des hommes. Quand un président dit l'ingratitude est une maladie non transmissible aux êtres humains,
Et il vient de dire 2 minutes avant que les Africains sont ingrats. On n'est pas capable, on ne dit pas merci à la France, on est ingrat. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que vous n'êtes pas des êtres humains. Puisque l'ingratitude n'étant pas transmissible à l'être humain, comme vous êtes ingrat, vous n'êtes pas des êtres humains. C'est votre analyse, président. Non, c'est un fait. C'est un fait, je comprends que vous êtes dans votre rôle de journaliste. Bien sûr. C'est un fait, c'est clair. Il n'était pas obligé de dire ça. Vous croyez qu'un monsieur qui considère qu'on n'est pas les êtres humains va subitement, à l'occasion de la rédaction d'un rapport, redécouvrir notre humanité? Non, madame, c'est pas vrai. Nous sommes dans les rapports de force internationaux. Nous sommes dans des intérêts internationaux, madame. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotion. Il est très facile de manipuler l'Africain sur la base d'émotions. Non, la France est gentille, elle a ouvert les archives, elle a fait don des archives, Macron veut faire, il essaie quand même un peu, d'autres n'ont rien fait. Il n'y a qu'aux Africains pour qu'on peut vendre des bêtises comme ça. L'intérêt, c'est dans lequel? Non, l'intérêt, c'est qu'il veut troubler la mémoire. C'est de la subtilité, madame Marivonne. Je vous dis que vous ne pouvez pas nier l'humanité des gens il y a quelques jours et venir croire que dans le cas d'un rapport, il fera le contraire. C'est ce qu'il essaie de vous démontrer. Deuxièmement, je vous expliquer que son problème, c'est d'enrayer la vague panafricaniste qui est en train de chasser la France du continent. Il veut enrayer ça, au lieu d'aborder ça autrement. S'il était sérieux, il aurait compris le véritable message des Africains. Mais ça, il n'est pas en capacité de le faire comme tout président français. Mais je voulais vous dire quel est l'intérêt, de manière objective, pour nous, par rapport à ce rapport. L'intérêt n'est pas scientifique. Les Camerounais savent écrire l'histoire. L'histoire de nos rapports avec la France est écrite. Il y a des centaines de livres, madame. Des centaines de livres. Ce rapport-là, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'il va dire qu'on ne connaît pas? Les Camerounais, les Africains, les scientifiques dans le monde entier ont travaillé. Il y a des livres. Moi, je peux vous en procurer des livres. Il y en a qui parlent de ça. Donc, la nouveauté, simplement que le président l'a dit tout à l'heure, je vais devenir discours diplomatique, mais puissant du président de la République par rapport à ça. Du haut de son âge, il ironise, comme d'habitude, pour rappeler aux Français que, enfin, il fallait bien y arriver. Il dit, il fallait bien y arriver. Le message est clair que le président, c'est un diplomate, mais quand il parle, on comprend. En fait, il se moque d'eux. Il se moque d'eux. Tout à l'heure, je vais vous démontrer pourquoi le président, ce qu'il dit dans son discours. L'intérêt politique pour nous, c'est quoi? C'est que, l'État camerounais et la bourgeoisie administrative, politico-administrative camerounaise est placée devant sa responsabilité. Qu'est-ce que la France est en train de dire? C'est vous qui avez tué vos frères. Nous, on a fini en 60, vous étiez indépendants, on n'était plus là. C'est vous qui avez tué vos frères. Donc, dès les années 60, c'est une guerre intra-camerounaise. C'est une quasi-guerre civile. C'est ce que la France est en train de dire. Mais à eux de réagir. À eux de réagir maintenant. Et là encore, moi, j'interpelle en direct le général Semengue, avec tout le respect que je lui dois, pour sa contribution à l'émergence de notre armée. Mais je l'interpelle, lui qui a passé le temps jusqu'à aujourd'hui à considérer que les maquisards étaient des terroristes. Mais je voudrais rappeler que un des plus grands généraux de l'histoire de notre armée, le général Semengue, n'a pas cessé, ne cesse pas, malgré les positions du président dans son livre au programme, de traiter les patriotes camerounais comme étant des terroristes, justifiant de ce fait les crimes de guerre gravissimes qui ont été faits au Cameroun et sur la répression innovable qui a frappé le mouvement patriotique camerounais, mouvement de libération du Cameroun, l'UPC originel. Donc, ce rapport-là vise à aggraver, à intensifier ce type de contradiction. Contradiction entre l'approche du président, qui considère dans son livre programme que ce sont des héros nationaux, des dignes fils qui ont donné leur vie pour la patrie, et de ce fait, son père, le père de l'indépendance du Cameroun, et un des plus grands, une des figures majeures de l'armée camerounaise, de sa hiérarchie, le général Semengue, qui jusqu'à aujourd'hui considère que ces gens-là étaient des terroristes. Alors, c'est une contradiction. Et c'est un problème politique. Donc, les choses sont claires. Pour nous, il y a une contradiction. Il faut qu'au niveau de l'État, il y ait une certaine cohérence. Une seule version. Non, oui, si vous voulez, moi je ne vais pas demander ça, mais qu'il y ait de la cohérence. Oui. Et qu'il y ait entre les propos des éminents, des figures éminentes du régime, et la démarche du président. Là, on voit très bien qu'il y a une contradiction. Et moi, j'ai dit, c'est intéressant. Accusez, défendez-vous. Si vous avez tué vos frères,
alors qu'il réclamait l'indépendance qui vous nourrit, vous, au pouvoir. Mais il y a un problème grave, c'est une honte dans l'histoire. Et le général Sebeng ne s'honore pas, chaque fois, à maintenir cette position. C'est ça l'enjeu. Et il n'est pas seul. Il y a un grand courant comme ça au sein de l'État camerounais. On les appelle les ojulatistes. C'est un courant là. Et c'est le Macron, très habile, veut réactiver cette division pour nous renvoyer la patate, que ça vous regarde. De toutes les façons, c'est en ça que c'est cynique. Dans ce rapport, c'est en ça que ce rapport, madame, moi je vous dis. Il y aura des corrections qui seront faites. Non, il n'y a pas de correction à faire. Si, bien sûr. Non. Il y a des corrections qui sont faites. La commission camerounaise est en train d'écrire l'histoire de Cameroun. C'est ça qui nous intéresse. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Ce rapport n'est pas intéressant pour vous. Sinon, nous, on va déchirer ça. Je vous le dis, on va déchirer ça. Symboliquement. Vous écoutez, c'est important. Déchirer un rapport symboliquement ne veut pas dire qu'on ne le conserve pas. Très bien. Qu'on ne le conserve pas pour la science. C'est clair. La mémoire historique. Mais symboliquement, nous le déchirerons publiquement si on est au pouvoir. Parce que c'est une agression contre la mémoire historique de notre pays. C'est inacceptable. J'ai apporté mon soutien au président 2 fois. Oui. En 2011, en 2018, à leur demande. Oui. Voilà, je l'ai fait. J'estime que j'ai fait ce que j'avais à faire pour mon pays en ce moment-là. De nos jours, vous n'avez pas peut-être, vous n'étiez pas au congrès du NMP. On a fait un congrès il y a quelques mois. Hein. Oui. Alors, tout ça a été couvert entièrement par African Media TV. Nous avons exigé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Ça veut dire quoi? Quand on entend ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, nous pensons qu'il n'y a plus rien à attendre des deux côtés. Les choses sont claires. C'est très profond, ça. C'est important de rappeler ça au départ, c'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement de revendication sociale pacifique. Alors maintenant, la direction générale de l'entreprise a fait appel aux forces de l'ordre qui sont arrivées et ont brutalisé les grévistes, et particulièrement un, je crois un certain Diora, qui est décédé aussitôt. Il est mort, et comme lui, il est un ressortissant d'une certaine région de notre pays, et qui, cette région de pays est beaucoup représentée dans cette zone-là. Ses frères ont estimé que leur frère avait subi une mort injuste, et ça a donc dégénéré dans la ville. Ils ont commencé à casser, à s'en prendre à tout ce qu'ils pouvaient sur leur route. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, voilà. Donc, au départ, c'est la réaction disproportionnée et inacceptable des forces de maintien de l'ordre qui ont radicalisé le mouvement et ont débouché sur les émeutes. Sinon, au départ, c'était un mouvement pacifique. Un mouvement de revendication pacifique. Donc, ça pose le problème du rapport que nous avons dans notre pays par rapport aux mouvements sociaux. C'est-à-dire les légitimes revendications des travailleurs qui, en principe, sont passées, j'allais le dire, à la civilité démocratique, à la civilité, j'allais dire même à la civilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui se reconnaît, n'est-ce pas, dans la civilisation, devrait intégrer le fait que les revendications sociales participent de la vie démocratique, participent de la vie sociale, de la norme sociale. Il est indispensable et normal que des travailleurs revendiquent leurs droits. Et que ces revendications soient comprises comme étant conformes à une longue tradition. Qu'ils ont même fait partie de l'univers des pays où est censée régner la justice sociale, où est censée régner une véritable démocratie. Le Cameroun se revendique, n'est-ce pas, de ces pays-là. On ne comprend pas, n'est-ce pas, qu'on ait cette attitude extrêmement réactionnaire à l'égard des mouvements sociaux. Cotin n'est pas à isoler. Vous prenez le cas des enseignants, vous prenez le cas des docteurs européens, vous prenez le cas des médecins, etc. Il y a, depuis très longtemps au Cameroun, depuis les années, depuis la dérive néolibérale de l'État camerounais, il y a une tendance à criminaliser les revendications sociales, les revendications des travailleurs et tout ce qui est lié à un équilibre des relations entre le travail et le capital. Donc, de ce point de vue, Cotin est un événement majeur. Cotin est un mouvement très important qu'il ne faut pas réduire à un mouvement d'humeur.
Tout à l'heure, je vais expliquer la dimension centrale de ce qui s'est passé à côté, dans le cadre même de la politique générale du Cameroun et de la distinction entre les forces politiques au Cameroun. Très important. Donc, dans notre projet de société, l'ONMP, nous avons une autre vision des relations entre les forces de maintien de l'ordre et ce type de mouvement. Voilà, parce qu'il faut bien distinguer les mouvements qui visent à renverser un État des mouvements de revendication sociale qui participent de la lutte socio-économique, qui, je répète encore, pour des États qui sont attachés à la justice sociale, relèverait de la normalité en société, de la normalité démocratique. Maintenant, il faut bien distinguer entre la démocratie bourgeoise et la démocratie sociale, la démocratie de la justice sociale. Vous allez voir qu'on va commencer à entrer dans le vrai débat qui est bloqué au Cameroun par les deux blocs qui veulent enfermer le pays dans une certaine logique. Tous mes encouragements aux travailleurs de l'entreprise Sosucam, tout notre soutien, leurs revendications sont juste légitimes. Nous demandons à l'État d'être vraiment neutre. À défaut de défendre les intérêts des travailleurs, d'être neutre. Le rôle des forces de maintien de l'ordre, ce n'est pas de répondre à l'appel des patrons pour venir taper sur les travailleurs. Le premier investissement majeur en termes de barrage hydroélectrique, où on commence déjà à inverser la prédominance du thermique dans l'équipement du pays en énergie électrique, c'est le barrage d'ETA, le barrage sur la Sanaga. Or, ce barrage a été créé pourquoi? Pas pour l'électricité aux populations, mon cher Djengele, pour satisfaire les besoins d'énergie d'Alucam. Il faut bien comprendre, il faut bien voir d'Alucam. C'est question de satisfaire les besoins d'Alucam. Et l'option stratégique de faire de la production électrique au Cameroun en se basant sur l'hydraulique, n'est-ce pas? Cette option stratégique, c'est Alucam ne doit pas manquer d'énergie. Même les différentes extensions de ce barrage, parce qu'il y a 3 extensions qu'il y a eu, c'était toujours, n'est-ce pas? C'était toujours dans l'optique de consolider la priorité à Alucam. Vous voyez, là encore, il n'y a pas. Alors, ça va durer comme ça jusqu'aux années 80. Jusqu'à l'orée des années 90. C'est-à-dire la production d'énergie électrique au Cameroun ne dépend totalement des besoins prioritaires d'Alucam. C'est clair. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui explique pendant longtemps qu'au Cameroun, on facturait l'électricité à un prix quasi gratuit à Alucam, pendant que les Camerounais payaient très cher l'électricité. Ça passait comme ça, mais c'était ça. Ça vous démontre l'orientation, la grande orientation fondamentale qu'il y avait derrière. Les orientations en matière d'équipement du pays, en énergie, que ce soit électrique, que ce soit thermique, ont toujours été des orientations néocoloniales. C'est-à-dire, on aménage les installations et on les exploite. C'est-à-dire que c'est le rendement à court terme qui est prioritaire. Or, quand un pays veut se développer, on ne peut pas enfermer les secteurs stratégiques comme la production de l'énergie dans des critères court-termistes. C'est un problème majeur. C'est ça le problème. C'est ça l'orientation néocoloniale. Je vais approfondir. Vous savez très bien, je prends un exemple d'une entreprise stratégique, pour que tout le monde comprenne. Vous avez la société de raffinerie du Cameroun, Sonara, la Sonara de raffinerie. Sonara, c'est une musique qui nous a été livrée par la France, là. Mais vous avez observé quoi? Que bon, ça pouvait tout faire, sauf raffiner le pétrole du Cameroun. Ça vous dit quoi? Ça rentre dans le cadre du grand pacte colonial et du non-dit de nos rapports avec l'Occident, à savoir, il ne faut pas rêver, l'Occident ne peut pas accepter une concurrence industrielle qui vient de ses colonies. C'est aussi simple que ça. Sinon, pourquoi nous a livré une raffinerie qui ne raffine pas le pétrole du Cameroun? Pourquoi? Donc n'oubliez pas ça.
Nous sommes en néocolonie, ça veut dire que première chose, pas d'industrialisation. La meilleure manière de freiner l'industrialisation et de vous maintenir dans une situation d'économie coloniale, alors, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'énergie à profusion. Or, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on veut développer ce qui est différent de la mise en valeur d'une colonie ou d'une néocolonie, parce que jusqu'à présent, ce qu'on fait dans les pays africains, c'est la mise en valeur des néocolonies, qui de manière fondamentale n'est pas différente au niveau des principes et même des pratiques essentielles de la mise en valeur de la colonie. Voilà pourquoi vous avez beaucoup d'activités économiques à l'apparence. On fait beaucoup de transactions, mais les pays ne décollent pas. Parce que, pour des raisons que ces transactions qui sont faites là, ne sont pas basées sur une grande idée de développement, de libération économique, n'est-ce pas, dans nos pays. Nous avons des éléments qui montrent que des barons du régime ne sont pas loin des néo. Je vous parlais de l'endocolona. Vous voyez comment des gens, au lieu de réfléchir à la libération de leur pays, à développer un secteur, mais ils se comportent, c'est-à-dire que vous voyez, ils sont comme ils se transforment en classe d'oppresseurs, à des prédateurs, à dire une espèce de sous-prédateurs locaux. Et quand ils coalisent, la catastrophe pour le pays, aucun secteur ne va fonctionner à son véritable niveau. C'est ça qui pèse au niveau de Néo. Monsieur le Président, vous êtes un homme politique, vous aspirez à gouverner ce pays et vous avez dressé là le bilan énergétique du Cameroun. Vous avez parlé des projets structurants dans la stratégie nationale de développement. Mais maintenant, quelles sont les bribes de solutions que vous, en tant qu'homme politique, certainement vous avez un programme économique. Quelles sont les solutions pour résorber durablement le domaine de l'énergie au Cameroun? Il y a des solutions. Il faut renforcer ce mix énergétique que le Cameroun, n'est-ce pas, pour lequel le pays a opté. Il faut tout d'abord changer l'orientation fondamentale du secteur. C'est-à-dire qu'il y a une différence majeure entre un secteur de continuité coloniale, néocoloniale, où on s'inscrit dans la continuité. Certes, il y a eu des velléités de réformes. Il y a même eu la volonté de changer. J'ai parlé de celle-ci. Moi, ce n'est pas de ceux qui disent que rien n'a été fait. Non, c'est pas ça. Mais c'était des velléités, dans le fond. C'était des velléités. C'est-à-dire qu'on est parlé au fond de la démarche. On ne pouvait même pas, au regard des rapports de force qui prévalaient et qui prévalent encore dans une certaine mesure. Donc, il faut changer l'orientation du pays en matière d'énergie. Nous voulons l'énergie pour nous développer. Donc, c'est un secteur stratégique. Et dans un secteur stratégique, ce n'est pas le profit qui prime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de notion de coût. Clair, il y a la notion de la valeur est comprise. Mais ce n'est pas la rentabilité qui prime. C'est le développement du pays qui prime. Donc, on va s'enrichir à long terme. Vous voyez, l'idée de développer le pays prime sur la volonté de rentabiliser un capital qu'on allait prêter, c'est pas à une banque qui fait pression, qui attend ses intérêts matin, midi, soir. Quand un pays décide de se lancer dans une démarche stratégique, il doit pas être sous la pression des préoccupations rentabilistes, court-termistes. Ça ne marche pas. Donc il faut d'abord changer l'orientation. Si on change l'orientation et on dit que, ok, il est question de développer le Cameroun sur la base d'un marché basé sur la fourniture d'énergie, d'abord à des ménages, ils sont très nombreux. Deuxièmement, on potentialise la volonté de s'industrialiser. Vous voyez que la donne change. La donne change. Il y a de la motivation. Il y a une opportunité. Et là, on a un vrai développement. Ça veut dire qu'on va investir pour répondre à un besoin. On étale le besoin sur le long terme, mais après, on gagne énormément. Le pays se développe. Donc, ça, c'est la base. Il faut casser ça, la démarche-là. Deuxièmement, dans le fond, il faut qu'on mobilise, c'est-à-dire qu'on capacite les Camerounais. Qu'on capacite les Camerounais à travers l'école, les universités, les centres d'ingénierie, pour pouvoir fabriquer localement tous les intrants nécessaires à la production de l'énergie. Donc il faut que dans le pays, n'est-ce pas, le savoir-faire, le génie au niveau des beaux-arts, la maîtrise des grands métiers, n'est-ce pas, les métiers fondamentaux du pays, soient développés dans une articulation, n'est-ce pas, entre les besoins réels du pays en énergie et la qualité de l'enseignement qu'on donne au niveau scolaire. Troisièmement, mais il faut faire comme Lénine a fait en Russie, par exemple.
faut un véritable plan pour électrifier tout le pays. On a également parlé de cette annonce de l'expulsion de près de 2000 Camerounais des États-Unis. On revient sur cette actualité également. Donald Trump qui est tout feu, tout flamme. 2000 Camerounais aux États-Unis qui vont être expulsés, ou alors le processus est même déjà enclenché. Qu'est-ce qu'on peut penser de cela? Ce sont les prérogatives d'un chef d'État. Un président est élu sur la base d'un programme. Et dans son programme, il est contre ce qu'il appelle l'immigration massive, clandestine, irrégulière. Donc, il est en train d'appliquer son programme. Ce que nous avons à faire, simplement, c'est de défendre nos intérêts. Oui. Il revient à la diplomatie camerounaise et au chef de l'État du Cameroun de s'assurer que les Camerounais qui sont passifs de subir cette décision, que les intérêts soient préservés, que leurs droits ne soient pas violés. Oui. C'est tout. S'il savait que les droits de ces Camerounais sont violés, mais qu'il y ait de la réciprocité. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair, madame, vous regardez, c'est ça qu'il s'agit. Vous savez, moi, les rapports de puissance, je n'aborde pas ça comme certains de nos dirigeants. Le monde bouge. Une puissance est forte de sa puissance, oui, mais elle est aussi faible à cause de cette puissance-là. Il faut savoir jouer sur ses points faibles. Le Cameroun n'est pas désarmé devant les États-Unis. Ils ne sont pas couchés et les États-Unis marcheraient sur nous comme ils veulent parce qu'ils s'appellent les États-Unis. Cette période est bien passée. Mais très bien, vous avez merci. Donc, il faut que l'État camerounais défende les intérêts de ces Camerounais-là. Il faut que leurs droits soient préservés. Il faut qu'on s'assure qu'on n'est pas dans une démarche lapidaire de la part d'un président qui a une conception de l'immigration qui est la sienne, que nous connaissons tous. Donc, c'est à l'État du Cameroun de défendre les droits des Camerounais. D'accord. Parce que nous aussi, on peut renvoyer des Américains ici. On peut, je dis, il y a de la réciprocité. Tout aujourd'hui, dans leurs mains, est une arme pour tuer. C'est l'occasion pour moi. Si les autorités maliennes là, du Niger et du Burkina nous suivent, j'ai l'information qu'ils veulent empoisonner l'eau du Niger, le fleuve Niger. Je ne blague pas, hein. J'allais oublier ça. J'ai dit, si les Maliens, je parle comme ça, si les Maliens nous suivent, les dirigeants de l'AS nous suivent, ils ont pour projet l'empoisonnement de l'eau du Niger. C'est une grosse révélation. Oui, je le dis. Ils ont ce projet. Quant à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, et jusqu'à présent, je continue à dire, ce n'est pas un pays africain. Je continue à le dire, ce n'est pas un pays africain. Tant que les Blancs, les Beurs, soit ils rentrent chez eux, soit ils remettent l'économie sud-africaine aux Sud-Africains, ce n'est pas un pays sud-africain. Alors, quand nous disons les choses, on dit on est excessif. On y arrive, hein. Ça arrive là. Vous voyez le débat entre Ramaphosa et le fou qui est aux États-Unis là. Regardez le débat. Le fait de l'avoir soutenu n'empêche pas de l'appeler fou. Et vous avez dit ici que je le soutiens pour mieux le combattre. Et nous allons entrer en guerre contre Trump. S'il est fou, on va le soigner. On va entrer en guerre contre lui. Parce que la dialectique, on sait jouer à ça. Mais les prétentions qu'il a là, s'il est fou, on va le soigner. Donc, vous voyez très bien que, regardez la nature du débat, comment ça évolue entre Donald Trump et Ramaphosa. On est en train de monter. Parce que tôt ou tard, il faudra qu'on règle la question de l'Afrique du Sud. Où ces occidentaux, ces blancs beurs là, redeviennent africains. Moi, je ne suis pas un raciste. Encore que bon, je n'ai même pas me justifier devant quiconque. S'ils veulent être africains, ils savent ce qu'ils ont à faire. La réparation de leurs crimes, et puis ça devant l'Afrique du Sud, c'est de remettre l'économie dans les mains du pays dominé par les Noirs. Ce sont eux qui ont travaillé pendant des siècles pour cette prospérité que l'apartheid a générée dans la négation des droits des Africains. Quels sont dans vos antécédents, vos relations avec le MRC? Ils sont si antagonistes, si violents. Je n'ai pas de relation avec le MRC. J'ai des relations, des antécédents avec M. Kamto. Quand le MRC entre en politique, et Kamto avec, c'est que lui, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Tous ceux qui ne le suivent pas sont des démons qu'il faut détruire. Parce que, comment on peut ne pas suivre Kamto? Il est le plus intelligent du Cameroun, il est le plus brillant du Cameroun, il est l'élu de Dieu pour le Cameroun. Ne pas le suivre, c'est haïr le Cameroun. Vous demandez l'antécédent, j'ai refusé l'offre du MRC. Voilà mon problème avec le MRC. J'ai refusé l'offre du MRC, et je suis allé soutenir le président Biya. Voilà le crime originel, voilà mon péché originel.
C'est ça le problème que j'ai avec le MS. Monsieur le Président, votre posture réfractaire à une coalition avec le MRC ne peut-il pas justifier la stratégie du régime, c'est-à-dire diviser pour mieux régner? Ou alors jouera le jeu du régime, continuer à se maintenir au pouvoir? Très bien. Ok. Quand Kamto était ministre, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Je pose la question. Quand M. Kamto était ministre de Paul Biya, il y avait des opposants au Cameroun? Bien évidemment. Ah bon, hein? Il y avait, hein? Ah, moi, je n'étais pas mis, hein? Mais à ce moment-là, il faisait quoi? Il aidait l'opposition en étant ministre. Voilà, il était en train d'aider l'opposition. Il a renforcé l'opposition en étant ministre, certainement, non? C'est ta dernière sortie là, qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a acquis l'expérience. Vous ne l'avez pas suivi? Il dit que son passé au gouvernement l'a aidé à acquérir l'expérience. Pourquoi ces chiens de garde s'agissent comme ça? C'est quoi cette affaire-là? Ça relève d'une autre chose. Hein, il dit que c'est la sorcellerie. Donc, on peut être vouloir le Biya, acquérir une bonne expérience. C'est là, c'est un peu le diable alors. C'est un peu le diable. Donc, comme toi, lui a le droit, quel est le gouvernement, c'est pour acquérir l'expérience. C'est pour aider le Cameroun, qui ne peut pas se passer de son expertise, c'est-à-dire divine. C'est-à-dire que sans lui, le Cameroun n'existe pas en droit. Si comme le juge sera plus là, le Cameroun va disparaître en matière de droit. Il n'y a personne pour parler au droit au Cameroun. Donc, quand c'est lui, donc, il était au gouvernement, donc M. Jules Bouyamosso, pour acquérir de l'expérience. N'est-ce pas? Et c'est une bonne expérience, puisque ça va servir demain, quand il sera président. Puisqu'il va être président, non? Et qui est, le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Je répète, il y a les gens qu'on n'attaque pas. Ils paieront. Ils paieront ça. Quand on paiera d'avoir introduit dans la politique camerounaise ce que j'appelle cette tradition quasi satanique. C'est-à-dire que ce que vous autorisez à vous, vous ne voulez pas que d'autres fassent comme vous. Quand ils le font, il faut les détruire. Le fait d'avoir mis ça au Cameroun dans la politique, quand on le payera, la même émission où M. Sosen me menace de mort, on parle de la crise anglophone et nous parlons de la disposition de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit de l'État à remettre l'ordre en cas de meute, etc. Y compris avec des morts. J'avais rappelé cette disposition-là. Le cabinet noir du MRC est allé dire que Bandakani a dit que la Constitution donne le pouvoir au président de tuer tous les anglophones. Vous vous rappelez cette polémique? Nous nous rappelons très très bien. Un journaleux qui opère avec Equinox, minable journaleux. Il s'agit de qui, Monsieur le Président? Je ne peux pas vous rappeler son nom, vous le connaissez. C'est un militant du MRC qui se déguise. Minable, je dis bien journaleux, opérant avec Equinox. Cette émission est une émission de vérité. Nous parlons là de Edmond Kamgia. C'est vous qui avez appelé son nom ici. Hein. C'est vous. Éditorialiste. C'est vous qui avez appelé son nom. Ce n'est pas le président Bandakani qui a appelé son nom. Moi, je n'ai pas son nom. A relayé, et il continue à le faire pendant des mois, cette fausse information. Stipulant que j'ai dit que la Constitution du Cameroun donne le pouvoir à Paul Biya, au président Biya, de tuer les anglophones. Une ONG que je ne connais pas, Internet sans frontières, comme Dieu vivant, a mené l'enquête et allé retrouver les traces de l'émission. Et a publié son enquête, a rencontré le journaliste de Bachir et consorts. Donc, Bandakani n'a jamais tenu de tels propos. Ça n'a pas empêché à ce journaleux de continuer à faire cette campagne contre moi. C'était une commande du cabinet noir du MRC, depuis l'Allemagne. Vous imaginez? Le but était de faire de moi la cible privilégiée des ambazoniens. Avec tout ce que cela comporte. Bon. Quand des gens peuvent arriver à ce niveau, c'est toujours la politique. Imaginez donc qu'ils ont le pouvoir d'État dans les mains. Qui va pouvoir respirer dans ce pays? Imaginez qu'ils aient le pouvoir d'État dans les mains. Qui va respirer dans ce pays? Vous savez quel régime va s'abattre au Cameroun? Il serait un régime génocidaire. Mais c'est même pire que ça. Il faudra trouver un autre nom. Regardez les procédés, regardez les procédés des gens qui sont en politique. Regardez ça.
Nous avons observé que lors des marches blanches, M. Kamto et ses militants ont été emprisonnés et jusqu'alors, certains sont encore en prison. Mais lui, il est dehors. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Si c'était moi, vous avez dit quoi? Je vous réponds. Pas l'absurde. Hein? Et ma réponse est sérieuse. Hein? C'était moi de dire quoi? Que j'ai accepté de vendre mes militants pour sortir, non? C'est le portrait qu'ils font aux autres. Quand c'est Kamto, on dit c'est calé dans la gorge. Calé dans la gorge. Mais vous savez, moi, je dis, il faut faire attention. Il faut toujours balayer devant sa porte avant de voir si la porte du voisin est sale. Parce que souvent, ta porte est même plus sale que celle du voisin. Et tu vois le voisin, parce que toi, tu es malade. Vous faites la manifestation. Manifestez pour qu'ils sortent. Manifestez pour qu'ils sortent. Vous plutôt aller à l'élection. Quand vous est venu président, vous allez les libérer. Dans une élection truquée, par avance. Vous savez, je vous dis une chose. Je connais ceux qui sont en prison. Moi, je suis un homme d'honneur. Je ne dirais pas certaines choses par respect pour eux. Je répète, je connais ceux qui sont en prison. Moi, je suis un homme d'honneur. Il y en a un peu parmi avec qui j'ai fait des plateaux. Non, par exemple, pendant plusieurs mois. Pour eux, je ne dirais pas certaines choses. Mais vous avez bien fait poser un problème. Lui, il est dehors. Eux, ils sont en prison. Mais il va aller aux élections. C'est quand il va gagner qu'il va les faire sortir. Vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Maintenant, quand vous êtes trop fort, on les manifeste. Tous ces gens-là, observez une chose. Observez une chose. Tous ces brailleurs-là, de cette mouvance-là, ils braillent où? Ils sont en France. Ce sont des Parisiens. C'est ce que tu appelles TGB de l'info. Il est à l'étranger. Là-bas, c'est très facile de manifester. Hein. Ils manifestent à Paris. Vous allez manifester ici. Que le MSC qui est au Cameroun a continué à manifester pour demander la libération de Boubou Dissak. Toujours dans cette même... Ah non, attendez. Allez-y. Si on dit que les manifestations sont interdites, c'est pas possible. Vous êtes des familles. Un homme politique dit ça. Tu es l'opposant, tu dis ça, que c'est interdit. Mais celui qui est le juriste, il sait que les manifestations sont interdites. Les pouvoirs du préfet lui sont conférés par la loi. Donc on ne dit pas ça, on manifeste parce qu'on veut changer les choses. Quitte à y laisser sa vie. C'est ce que nous on a fait. Nous on a fait ça, on est allé en prison plusieurs fois, on a été torturés en prison. Anissé et Kanye ont fait ça. On a fait ça. Avec les points, les Bois-Massot, on a fait tout ça. Les prétendants aujourd'hui sont d'ailleurs, vous donc qui voulez le changement là, vous qui êtes dans les incapés, c'est-à-dire c'est vous et le changement dans votre bouche, c'est-à-dire c'est vous le changement. Mais vous venez pleurnicher que non. Quand on veut marcher, on interdit. Quand on veut prendre le MSC, attends, si le MSC au pouvoir là, qui va marcher? Pour la question, si le MSC au pouvoir, qui va marcher? Personne ne marchera. Toutes les têtes vont tomber. La preuve. Vous voyez comment ils gèrent les contradictions dans son parti. Dans son parti, les gens comment? Contre exclusion. Et dès qu'on t'exclut, tu passes de héroïne du peuple à traîtresse par excellence. Donc il vit ça. Le temps faut vivre ça. Tous ceux qui sont partis sont passés d'un statut de héros qui est déjà dans le MFC. Jamais. Icône du changement. La bataille du peuple. Ce sont des titres terribles. Mais dès que tu n'es plus en faveur, dans leur faveur, tu deviens traître, l'homme à battre. Et la machine à diaboliser, allez, est-ce qu'on peut vivre comme ça? Imaginez qu'un truc comme ça au pouvoir. Quelle est la position de Kamto sur les LGBT? Cette mouvance. Nos dernières informations, elle a soutenu Madame Alice Com, qui est une chanteuse. Non, c'est pas seulement soutenir, c'est même moins grave, hein, ce que vous dites. Ils en ont fait une héroïne. Lui, il a écrit, il a fait le sortie pour dire que c'est une héroïne, elle lutte pour le changement. Dites-moi, quand on lutte pour le changement, quand on veut imposer en Afrique les LGBT, c'est-à-dire la fin de l'humanité. Donc, entre soutenir Paul Biya et militer pour la fin de l'humanité, qu'est-ce qui est pire? Je veux dire, quand on est... C'est un envoûtement. Je veux dire que ce n'est pas la politique qu'on a tout. Ça, c'est pas la politique. C'est un envoûtement. Entre soutenir Paul Biya et militer pour la fin de l'humanité, qu'est-ce qui est pire? Cette dame-là, ils en ont fait une héroïne. Une dame qui est en train de détruire toutes nos valeurs les plus fondamentales. Vous êtes comme de faire croire qu'on peut assimiler aux droits de l'homme les LGBT.
le débat sur la tenance en termes de contenu aura lieu. Nous allons imposer ça. Et les gens vont voir si les gens qui parlent à la tenance là sont pour le changement. Si le MSCP incarne le changement au Cameroun. Il y aura débat sur le contenu. Il y aura débat sur le contenu, monsieur. Quelle est la position sur ça? Ils soutiennent l'œuvre la plus abjecte qui puisse exister. Faire la promotion des LGBT, des transgenres et consorts. Et faire de la promotrice l'héroïne nationale. La mère de la nation. Puisqu'on appelle mom. Je pose la question, donc, entre ça, c'est-à-dire pour dire qu'est-ce qui est pire? Alors que les gens assument donc que quand ils seront au pouvoir, ils vont autoriser les LGBT, c'est plus clair. Pour nous, et pour la mémoire de notre pays, c'est un deuil. C'est un deuil. C'est le deuxième assassinat d'Ernest Wandé. Tout à l'heure, on reviendra sur les propos du général Semengue qui estime que Wandé n'a pas été assassiné. Wandé a été assassiné. C'est son deuxième assassinat. La charge émotionnelle, la charge historique et politique qu'il y a derrière les propos de M. Nimi Lobin, pour moi, sont comparables à la violence militaire qui s'est abattue sur le Cameroun à la faveur de la lutte pour l'indépendance. Je répète ce que je viens de dire. La violence, la charge émotionnelle, historique et politique, c'est pas que charrie les mots de M. Nimi Lobin, et pour moi qui a la chance de le connaître un peu, c'est pas nouveau, hein, ça surprend les autres. Mais je connais la haine personnelle que M. Nimi Lobin nourrit envers le nationalisme camerounais. Une haine personnelle. C'est une pulsion profonde qui le travaille. Et qui vient d'exprimer. Qui s'est déversé. Non. Qu'il a dépassé parce que c'est depuis qu'il lutte contre lui-même pour essayer de calmer cette pulsion, mais qui le travaille et le déchire depuis qu'il est entré en politique. Il a beau masquer ça, mais ça, c'est le stade suprême de cette éruption, j'allais dire volcanique intérieure, pulsionnelle intérieure, qu'il a amené, n'est-ce pas, à dire ce qu'il a, à franchir cette ligne rouge de la ligne rouge. Ligne rouge de la ligne rouge. Oui, qu'il a franchi. Donc, nous sommes en deuil. Nous, les patriotes, les nationalistes, nous, les épécistes, nous sommes en deuil. D'autant plus que ça vient d'un homme politique, d'un Camerounais, qui a amené certains à croire qu'il incarnait le changement. Qu'il incarnait quelque chose dans le paysage politique. Et dans le changement, puisque c'est le mot, c'est important, parce que là aussi on reviendra, que les gens comprennent au fur et à mesure qu'est-ce qu'on met dans le changement. Quelqu'un, Nimi Lobin, a prétendu pendant longtemps qu'il incarnait le changement, la vraie opposition. Effectivement. Voilà, donc là, je l'ai dit là, de plus en plus, je le dis, que la question du contenu qu'on met dans le changement va s'imposer au Cameroun. On y est, je l'ai dit, on y est. Voilà, donc, nous sommes en deuil, parce que moi, je compare cette violence, la violence de son propos, la violence n'est pas que physique, hein, on le sait désormais. Donc, il n'y a même pas de violence physique sans violence morale. Ça marche ensemble. Elles vont de pair. Ça va de pair. Donc, c'est une violence physique, c'est une violence culturelle, c'est une violence morale, c'est une violence émotionnelle que moi je compare à la violence militaire qui s'est abattue, exercée par la France évidemment, qui s'est abattue sur les patriotes camerounais. Ça, c'est un. Donc, c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. Vous savez, c'est comme si on arrachait une partie de vous-même. Vous savez, les esclavagistes arrachaient les Africains, les négro-africains de leur terre, les arrachaient de leur village, de leur famille, de leur terroir, de leur famille, de leurs attaches, pour les amener très loin dans les plantations en Amérique. C'est l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité. Mais la différence entre ce que M. Nimi Lobin vient de faire et ces esclavagistes qui se permettaient ce type d'atrocité, c'est que bon, on n'est pas arraché physiquement de notre espace de vie,
mais on est arraché moralement, on est arraché à notre histoire. On est arraché à son histoire, on est brutalement frappé dans les lieux historiques que nous habitons. Effectivement. Oui, on est frappé. Et moi, je vous assure, c'est très violent. C'est très violent. Et une fois de plus, c'est triste. Nous sommes en deuil. Les PC sont en deuil. On est en deuil. Donc, raison suffisante pour qu'une émission comme celle-ci ait lieu, se tienne, pour lui apporter des réponses à la hauteur de sa pulsion. Vite pulsion, monsieur le président. C'est une pulsion. Non, c'est une pulsion. C'est pulsionnel chez lui. Il faut écouter, il faut regarder son visage quand il parle. Voir son visage. C'est pulsionnel chez lui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a une dimension personnelle, il y a un aspect personnel lié à sa personne, n'est-ce pas, qui instruit ce procès qui fait à Ernest Wandé. Mais au-delà de lui, il y a les aspects historiques, il y a les aspects politiques, tout à l'heure que nous allons faire ressortir. Sur le plan personnel, je viens d'expliquer la déchirure interne qui le travaille. Le travail, et qui s'est manifesté, n'est-ce pas, de manière sauvage sur la violence qu'il exerce sur la personne, sur un mort, sur la mémoire d'un mort, pas n'importe quel mort, un héros national. Réhabilité comme tel par une loi. Non, je ne parle pas de réhabilitation. On verra tout à l'heure que ça ne signifie rien. C'est une démarche juridique, mais on le voit, qui, de la part de l'État, sur le plan politique, ne l'engage pas. Puisque depuis que ces dérapages ont commencé, l'État camerounais se tait et encourage tacitement cette démarche-là. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a l'aspect personnel. Et lui, je le connais, c'est un anti-panafricaniste primaire. Je dis primaire. Il n'a qu'à voir quand on commençait les combats panafricanistes, il venait souvent sur nos plateaux, qu'est-ce qu'il disait? Rappelez-vous, ses positions sont claires. Il célébrait la France. Lui, a toujours célébré la France. Avait une détestation particulière pour tout le combat panafricaniste, pour toutes les revendications liées à l'indépendance réelle, à la souveraineté. Lui, le jamais. Quand vous parlez de ça devant lui, il change. Il change. Ce qui fait la fierté de l'histoire du Cameroun, ce n'est pas l'indépendance que Aïdjo l'a reçue comme don. C'est la lutte des suprécistes qui a retenti dans le monde entier et qui a classé le Cameroun parmi les grands pays du monde qui ont obtenu leur indépendance par la lutte. C'est ça l'honneur. Le mérite revient à l'UPC. Oui, on ne peut pas nous enlever ça. Vous enlevez ça au Cameroun, nous, l'État ne vaut rien. Si on enlève l'histoire précise, l'État camerounais ne vaut rien. Donc, si on enlève l'histoire, ça veut dire que il n'est même pas un État néocolonial. Il faut trouver un autre nom. Donc, c'est-à-dire, l'honneur historique du Cameroun, c'est l'UPC. Sans l'UPC, ce pays qu'on parlerait de dans l'histoire, on dirait quoi? Des sous-hommes à qui on a donné l'indépendance cadeau. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains, notamment ceux des Grands Lacs, n'arrivent pas toujours à agir militairement en faveur de la RDC? Qu'est-ce qui tient vraiment, Monsieur le Président, nos dirigeants? Qui dirige une société? Pourquoi les dirigeants doivent diriger une société? Pourquoi le pouvoir? Pourquoi l'État et non rien? C'est ce débat fondamental de la politique, du pouvoir. Or, je vous dis, depuis des siècles, j'allais me dire, depuis des millénaires, l'Afrique a perdu l'initiative de se donner l'État et le pouvoir politique qui correspond à sa situation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne réfléchissez pas sur comment vos présidents deviennent présidents. C'est un problème. On ne réfléchit pas. Depuis bientôt 30 ans, n'importe qui peut être président en Afrique. Monsieur le Président, où est-ce que vous voulez en venir? C'est pour vous dire que, si on ne commence pas par poser ce problème fondamental, votre question à savoir pourquoi les chefs d'État sont si tenus n'aura pas de réponse. C'est un ensemble de forces organisées, M. Diengele, qui mettent quelqu'un au pouvoir dans un pays. Si le malheur que vous avez est que ces personnes organisées, ces forces organisées, sont à la solde de l'étranger, mais taisez-vous, vous n'êtes moins que des esclaves. Ne venez pas pleurer sur les effets d'une cause que vous ignorez.
Ça veut dire que ça veut dire que, mais, je suis désolé, ça dit c'est de l'enfantillage à la limite. Et vous ne savez pas ce que vous faites. Quelles sont les forces organisées qui placent les gens au pouvoir dans nos sociétés? C'est vrai pour tous les pays africains, en commençant par le Cameroun, mon pays. C'est valable pour tous les États de cette sous-région que vous soulignez. Et c'est encore plus vrai pour la RDC. Comment les gens arrivent au pouvoir? Vous n'avez pas les élections, vous êtes sérieux? Il y a élection, ça fait sérieux. Tout à l'heure, on verra la valeur des élections. C'est ça qui en prenant le cas particulier du président Tshisekedi. Mais je termine la réflexion. Nous allons arriver à ce niveau, monsieur le président. Je termine la réflexion avec votre permission. Oui, oui. Les forces organisées en Afrique qui permettent l'accession au pouvoir d'État de nos dirigeants travaillent-elles pour l'Afrique? Sont-elles des forces, sont-elles l'expression d'une véritable endogénéité sociopolitique? Non. Non. Ça parce que vous allez tous les 5 ans voter quelqu'un, que vous croyez que c'est vous qui votez. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez voter quelqu'un qui peut vous défendre. Que quand tu as les menaces qui pèsent sur le pays, c'est comme lui-même comme s'il était un étranger, comme s'il n'est pas compté, comme si lui aussi il est dépassé. Ça veut dire que vous n'êtes pas un État organisé. Au sens moderne du mot, donc il n'y a pas de pouvoir qui permette d'organiser la société, de la protéger, n'est-ce pas, et de l'inscrire sur une longue durée dans la conscience des intérêts nationaux du pays. Alors, nos dirigeants actuels, pour la plupart, citez-moi combien de dirigeants africains ne sont pas membres d'un secteur ésotérique. Citez-moi combien de dirigeants africains qui ne font pas partie de sectes ésotériques, de sociétés ésotérico-religieuses contrôlées par l'étranger. Citez-moi un seul. Citez-le-moi. Mais on vous entend, monsieur le président. Pour le cas de la RDC et des pays de la sous-région, commençons par là. Ça sert à quoi de voter un président qui, lui, a un agenda de sa secte, a prêté serment devant sa secte, à savoir ne jamais trahir les intérêts de sa secte. Vous n'avez pas vu les images sur Internet de vos dirigeants africains faisant allégeance à la franc-maçonnerie? Nous avons vu, monsieur le président. Mais on vous entend, c'est comme si les pistes de solutions sont tellement bloquées au point où la RDC ne devrait pas s'entendre à une aide quelconque de ses confrères des pays du Grand Lac. Non, je ne dis pas ça, je constate. Pendant qu'on fait les processus de Nairobi, de Luanda, tous ces processus d'Ar es Salaam, toutes ces choses-là, observez-vous sur le terrain. Est-ce que le M23 recule? C'est la question que nous allons vous poser, monsieur le président. Il avance. Attendez, il avance. Et puis, il est condamné par qui? Qui ne connaît pas les atrocités de M23? Qui ne sait pas que ça fait 30 ans qu'il y a un génocide au Congo? Et qu'est-ce qui explique cette immunosité des actions du M23 au Congo? Pourquoi le Rwanda est-il si immunisé contre les sanctions des J'arrive. Vous devez comprendre donc que les dirigeants de la sous-région, et je dis bien c'est valable pour tous les pays de l'Afrique, ne peuvent pas combattre leur patron. Puisque si vous êtes franc-maçon, par exemple, et qu'on voit très bien qu'en RDC, pour le cas de l'Afrique, c'est la franc-maçonnerie dans sa façade supérieure qui est à l'œuvre. Alors, c'est un conglomérat ésotérique mondial qui coiffe les sociétés en se rendant invisible et qui initie tous les dirigeants pour la plupart qui doivent émerger. Vous faites référence à quoi? Au lobby juif? La franc-maçonnerie. Je ne sais pas est-ce que tous les juifs sont francs-maçons, je ne crois pas. Mais il y a une bonne dose de juiverie dans la franc-maçonnerie, vous n'avez pas tort. Mais ce n'est pas la propriété d'une race, d'un peuple. Hein. C'est une organisation qui dépasse la race. Elle a vécu la race depuis très longtemps. Elle est au-dessus des nations. Il s'agit de contrôler les hommes, de contrôler les nations. Il y a un ensemble de pratiques ésotériques et d'illusions qu'on vend à des dirigeants inconsistants. Et ces pactes, les pactes qu'on y fait, placent l'intérêt de cette méga structure mondiale au-dessus des intérêts des nations et de votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où un dirigeant appartient à ces loges-là et qu'il arrive qu'il y a un conflit entre son pays et ses loges, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est devant le dilemme. Soit il obéit à la loge, soit il obéit à son pays. Comment vos dirigeants résolvent ça? Je répète encore, tous vos dirigeants-là, qui sont dans la sous-région, ne sont pas seulement de l'Afrique australe, la SADC. Tous vos dirigeants, montrez-moi un qui n'est pas dans ces loges. Toutes vos élites-là, montrez-moi une qui n'est pas dans ces loges-là. Montrez-moi. Alors, si ces ordres ne servent à rien, pourquoi tous nos élites sont dedans?
Qu'est-ce qu'elles font dans ces loges-là? Regardez l'influence de quelques souteneurs de la RDC devant un État. Un État. Pourquoi des souteneurs peuvent exercer une telle influence? Nous allons aborder ce sujet. Mais je dis alors, vous voyez que vous pouvez diriger un pays, si vous êtes impressionné par la soutane d'un archevêque, comment vous allez concilier l'intérêt supérieur de l'État avec la peur que vous inflige un petit souteneur qui lui dépend de l'église romaine? Vous voyez que l'église romaine, c'est un jeu. Ils font des rituels, c'est l'ensemble des rites. La messe, le rite, on parle des rites. Rites tels, ils pratiquent des rites coiffés par une organisation religieuse puissante qui a traversé un ou deux millénaires déjà. Hein? Qui gère les symboles des pactes. Vous n'appartenez pas comme ça à l'église catholique parce que vous croyez en Dieu, ça ne veut rien dire. Parce que vous croyez d'abord, vous croyez en Dieu pour tromper les naïfs, mais vous pratiquez quel rite? Quel rite pratiquez-vous? Et vous voyez que c'est un jeu. Bon, quand vous avez des dirigeants, des élites qui ne sont pas indépendantes, qui peuvent pas, quand ils voient un évêque, ils font la genuflexion, ils baisent sa bague. Quand il y a chaud des intérêts, vous attendez à quoi? C'est ça la RDC. C'est ça tous les gens. Maintenant, deuxièmement, quand les dirigeants volent l'argent et placent à l'étranger, quand ils volent l'argent et placent à l'étranger, quand leurs enfants fréquentent à l'étranger, quand les dirigeants estiment que le paradis c'est l'étranger, vous attendez à quoi? Tous vos dirigeants là, où se trouvent leurs avoirs? Votre élite là, leurs avoirs se trouvent où? Ils espèrent où? Ils espèrent dans leur pays ou à l'étranger. Monsieur le Président, vous présentez là le problème congolais à partir des données géospirituelles. Mais nous savons que le Congo... Et géostratégique même. Et géostratégique aussi, Ouais. mais nous savons que le Congo est le deuxième pays où les églises sont tellement implantées. Mais qu'est-ce qui bloque? Et quand l'église est demandée, ça veut dire quoi? Ils ont une forte religion chrétienne qui s'est vue au Congo. Bon, les même... églises catholiques sont presque implantées partout au Congo. Il y a les messes chaque dimanche, même chaque mercredi. Non. Le peuple est englobé dans les prières. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui bloque? Et Kagame les dépasse. Kagame montre que ça va. S'il faut évaluer, ben, à quoi c'est de prier si on ne peut pas protéger sa nation? Donc la solution est donc ailleurs, Monsieur le Président. Non, mais c'est d'interroger sérieusement les fondements de la faiblesse de l'État de la RDC. C'est ça qu'il s'agit. De la faiblesse de l'action sous-régionale. Qui est dans l'incapacité de discipliner des milices. Un fou contre qui tout crie contre Kagame, tout crie. L'opinion mondiale a vomi ce criminel. Mais alors pourquoi, jusqu'à présent, on observe une espèce d'impunité? D'ailleurs, Yao Lorenzo, il a démissionné. Maintenant, il prend prétexte de sa présidence de l'Union africaine pour dire qu'il est trop occupé. Il faisait quoi avant quand il n'était pas occupé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Bon, vous voyez très bien, que vous faites très bien de questionner l'impuissance de la sous-région. J'ai convoqué aussi les éléments, les appartenances ésotériques de nos dirigeants. Deuxièmement, j'ai convoqué la peur que les infligent les souteneurs de l'Église catholique et d'autres églises. Troisièmement, la corruption des dirigeants. Le fait qu'ils gardent leur trésor. Quand ils pensent leur avenir, est-ce qu'ils pensent que leur avenir est garanti dans leur pays ou ailleurs? Hein? C'est ça. Quatrièmement, le fait que l'Occident les tient tous. Puisque, bon, si vous voulez, ça c'est la faiblesse objective. Là, c'est plus une faiblesse subjective à titre personnel. Là, c'est le fait que le continent dépend des guichets financiers internationaux. Et du coup, ils sont terrorisés par le fait que si je branche, les représailles m'anéantiront. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je laisse de côté le fait que, je voudrais convoquer enfin l'inexistence géopolitique de l'Afrique. Ça veut dire quoi? Nos dirigeants ne font pas de la géopolitique. Quand ils la font, c'est à titre personnel, c'est pour l'intérêt de leur famille et de la conservation du pouvoir. Pensez la géopolitique comme étant la véritable perspective qui permet d'anticiper sur les menaces qui pèsent sur un pays, et de mettre le pays à l'abri des menaces. Nos dirigeants ne le font pas. Et ça se voit. Tout à l'heure, j'y reviendrai. Le seul là-bas, bizarrement, qui fait la géopolitique, c'est Paul Kagame. Mais c'est celle du crime, c'est celle de la trahison, c'est celle du versement de sang, mais c'est lui qui fait la géopolitique. Tout à l'heure, on verra pourquoi, comment il a pu s'organiser pour être, entre guillemets,
pour pouvoir faire tout ce qu'il est en train de faire. Il fait de la géopolitique. Oui, il fait de la géopolitique. Il est un pion de la géopolitique. Il est un pion, mais il fait de la géopolitique. Mais c'est celle du crime, hein. Elle est très facile. Vendre ses frères pour se positionner. Il n'invente rien. C'est ce que font tous les traîtres africains depuis des millénaires. Mais lui, au moins, il est dans ça, du moins. Il a fait allégeance à un système géopolitique mondial qui est fondé sur la disparition de l'Afrique. Voilà. Donc, vous voyez très bien, vous voyez bien l'enjeu du pouvoir. Parce que si on ne comprend rien à la crise de la RDC, si on ne peut pas se taper l'enjeu du pouvoir, parce que c'est l'enjeu du pouvoir qui rend Tshisekedi faible. Qui, pour l'instant, a rendu provisoirement faible la RDC. Face à un petit pays. Puisque le président Tshisekedi ne désigne qui? Quand vous l'écoutez, Kagame. Bon, maintenant Kabila, Kagame. Mais il ne désigne pas les Occidentaux. Donc, si on prend donc la rhétorique du président Tshisekedi, si on le prend au mot, on dit que bon, ok, mais Kagame, c'est même pas un quartier de la RDC. Comment alors tu expliques que Kagame est plus fort que ton pays? Oui, donc je vous dis, le débat il est là. Et c'est un grand débat. C'est le débat sur la réflexion des régimes politiques, sur la réflexion sur le régime politique en Afrique. Si on vous dit que, bon, ok, l'horizon indépassable de la politique et des régimes politiques sur la démocratie, ben, le débat est sur la table. Monsieur le Président, dans vos sorties récentes, vous avez alerté l'opinion nationale et internationale des menaces qui pèsent sur le Cameroun, notamment dans ses frontières nord, ouest et est. Qui sont derrière ces menaces? Question directe. C'est coordonné par la France, par M. Macron, qui n'a pas digéré 2 ou 3 choses. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pas trop bavarder. M. Macron n'accepte pas, il considère que c'est le Cameroun qui est le cœur du panafricanisme et qui est au cœur du chassement de la France en Afrique. Il faut faire payer ça. M. Macron n'a pas accepté que le président Biya refusait de jouer le rôle qu'il voulait que le président Biya joue dans la détermination des pays africains par rapport à la crise ukrainienne. Il n'a jamais digéré ça. Donc, c'est Macron est au cœur de ce projet de déstabilisation du Cameroun. Pourquoi? Parce que de tous les pays occidentaux, la France est le pays qui connaît mieux le Cameroun, qui a une histoire de proximité tragique, je précise tragique, avec le Cameroun, qui est le parrain, l'ancêtre, le tuteur de l'endocolonial local, qui pour la plupart sont français. Donc il est normal que c'est à la France qu'on sous-traite que la galaxie mondialiste, avide de matières premières, n'est-ce pas, et qui fonctionne par le chaos, il est normal que c'est à M. Macron qu'on sous-traite le projet donc de déstabiliser, non, de faire que le Cameroun rebascule totalement dans l'ornière de l'Occident mondialiste. Là maintenant, le but c'est de profiter du contexte de l'élection présidentielle pour, n'est-ce pas, cacher derrière l'élection présidentielle cette entreprise en fait de coup d'État. Il est question de marcher sur tout dit. Le but, nous allons revenir. C'est marcher sur tout dit. Et je vous ai dit, non, on est dedans. Moi, je peux être dans le but dedans. Le but, c'est de transformer Boko Haram en M23. Le but, c'est de transformer Boko Haram en M23. Voilà. Sur quelle base, monsieur le Président? Mais c'est tout. Mais à quelle base comment? Boko Haram est déjà là. On fait pénétrer les combattants de Boko Haram dans le pays, par la frontière avec le Nigeria. Je dis que les lieux de culte et les lieux de culte les plus stratégiques de Yaoundé, c'est là-bas où on cache les armes et les combattants. Là-bas où on les cache. Je répète, je dis les lieux de culte, les lieux stratégiques des cultes. Et je dis bien, tout culte confondu. Je n'ai pas dit un seul culte. Tout culte confondu. Les 5 limites de la sécurité sont assez en expédient pour savoir utiliser ce que je suis en train de dire. Monsieur le Président, nous allons avancer dans cette émission. Non, je ne sais pas tout. Allez-y. Les sorties des évêques catholiques là, ça participe de ce jeu. Ce jeu de fausses bannières. Je le dis et je l'assume. Y compris ceux qui ont fait semblant de soutenir le régime, on m'en donne après. Le pape est avec Macron dans ce complot. Le pape, il s'appelle qui? François, est dans ce complot avec Macron contre le Cameroun. Donc, il y a donc ça. Il y a dans l'armée du Cameroun, dans l'armée, des officiers supérieurs de l'armée du Cameroun sont dans le complot. Ils occupent des postes stratégiques
Vous parlez là Au sein de des l'armée. officiers supérieurs du Au Cameroun. sein de l'armée, ils occupent des postes hautement stratégiques. Ils sont dans le coup. Moi, je ne peux pas dire plus que ça. Oui, je vous le dis. Je ne peux pas dire plus que ça. Même si fallait le dire, ce n'est pas vous que je le dis. C'est leur stratégie actuellement. Tout faire avant l'élection présidentielle. Déposer le président et marcher sur tout. Je dis bien marcher sur tout dit. Attention, ils ne sont pas seulement dans les églises, dans les lieux de culte, hein, et des quartiers bien connus, populaires à Yaoundé. Même il y a les écoles stratégiques à Yaoundé. Des écoles prestigieuses de stratégie à Yaoundé qui sont des postes avancés pour attaquer Itoudi. Des écoles, je dis bien prestigieuses, ayant un nom historique. Des écoles prestigieuses à Yaoundé, ayant un nom historique, vont servir de postes avancés pour attaquer Itoudi. Dans le plan, c'est clair. Bon, est-ce qu'on peut être plus précis que ça? Oh, voilà. Certainement, les forces spéciales ou alors les fins limiers des forces spéciales du Cameroun vous écoutent. Oui, elle peut faire son travail. Monsieur le Président, nous voulons interroger la stratégie usée pour la matérialisation de ce plan de déstabilisation. Nous parlons là de la manipulation ou alors l'utilisation de la colère populaire, de l'exaspération sociale, de excusez-moi, le mot m'échappe, c'est-à-dire on durcit les conditions de vie du peuple camerounais de telle sorte que dès lors qu'il y a un plan de déstabilisation, ça c'est la deux colonna. Est-ce que cela participe? Bien sûr, c'est même ça la partie la plus sophistiquée. Sabotage. Le mot qui me revient, c'est durcissement. Oui, le durcissement, on saccage les conditions de vie des Camerounais. Vous êtes poli, on saccage les conditions de vie des Camerounais. Eneo à Douala, c'est quoi? Eneo, c'est une entreprise terroriste de déstabilisation. Au Cameroun, à Douala, le courant, c'est 2 heures par jour. Il n'y a pas eu une journée où vous avez le courant de manière régulière. Eneo. Mais c'est pourquoi? À qui peut-on faire croire que l'administration camerounaise n'a pas besoin de régler les petits contentieux qu'il y a entre les producteurs, ceux qui vendent les producteurs, les distributeurs, pas, et les régulateurs, etc. Bon, toute cette chaîne-là, n'est-ce pas? À qui peut-on faire croire ça? Le transporteur, producteur, transporteur, distributeur. À qui on veut faire croire qu'il n'arrive pas à régler tout? Alors qu'il y a le moyen de pression sur Néo. On peut faire de la compensation. Ce sujet a été traité ici. Nous avons démontré comment, mais ce n'est pas. Vous voyez que c'est quoi? Non, c'est ça. Les leviers. La dégradation des conditions de vie de la population, c'est la meilleure façon de faire une révolution de couleur. Qu'est-ce que vous croyez? De légitimer un coup d'État. Puisqu'on coupe le pouvoir de sa base socio-populaire. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez raison, c'est clair. Le téléphone, vous voyez, mais Orange et MTN sont des entreprises terroristes. Ils font des attentats tous les jours contre les Camerounais en surfacturant les coûts de prix marché tous les jours. Tout ça, c'est de la provocation. Les loyers qui explosent, l'inflation. Vous voyez que tout est mis en place pour que ça explose. C'est le vrai Dieu. C'est Dieu qui va être le gagnant. Le Cameroun ne tombera pas. Aucune force au monde, ça fait des années que aucune force au monde ne peut venir à bout du Cameroun. J'avais déjà dit que même le président Biya, si voulait le faire, il ne pourrait pas le faire. Je l'ai dit. Donc, je réponds à votre question. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun.